Nouveau rendez-vous hebdomadaire sur la chaîne Web TV Direct 7. Merci d'être à ce rendez-vous pour vous informer. Comme vous le savez très bien, que ce soit les confrères ou d'autres acteurs dans d'autres domaines, nous discutons des sujets très importants et vous le savez très bien, la situation elle oblige. Et nous sommes obligés également de parler de cette situation. Nous parlons de la crise sanitaire de Covid-19. Il y a tellement d'organisations qui, en tout cas, essaient de faire de leur mieux pour accompagner la couche vulnérable. C'est vrai, il y a des mesures prises également par le gouvernement togolais. On a reçu CLJ ici avec de multiples actions. Aujourd'hui, on reçoit pour vous une autre association qui également fait de son mieux pour assister des gens en cette situation de Covid-19. C'est l'association donc Action collective pour le développement intégral de l'enfance et de la jeune fille. Et son premier responsable est avec moi, il s'appelle donc Gadje Koujovi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Alors voilà, pour la toute première question, puisqu'on ne vous connaît pas, peut-être moi oui, mais les téléspectateurs ne vous connaissent pas. Quand on parle de ACDIEF, c'est-à-dire votre association, de quoi il s'agit concrètement? Merci beaucoup. Je commence déjà aussi par me présenter. Je suis Gadje Koujovi, le directeur exécutif d'ACDF, Action collective pour le développement intégral de l'enfance et de la jeune fille, qui est une structure de jeunes, dirigée par les jeunes aussi, et qui travaille dans 3 domaines essentiels, notamment la promotion et la protection des droits de l'homme, et en particulier les droits des enfants et de la jeune fille. Ensuite, nous faisons aussi la promotion de la paix, la sécurité, la lutte contre l'extrémisme violent. Et enfin, nous travaillons sur le domaine de l'entrepreneuriat des jeunes, surtout l'entrepreneuriat de la jeune fille. Voilà. Quand vous parlez de jeunes, oui. Quelle catégorie d'âge concrètement? Oui, à CDF, on entend par jeunes toute personne âgée de 14 à 30 ans. C'est ce que nous nous mettons comme jeunes. Parce qu'en réalité, la tranche d'âge qui définit la jeunesse dépend des États. Et à nous, notre conception, on se dit, à chaque société, sa définition de la jeunesse. D'autres peuvent dire que la tranche d'âge de la jeunesse s'arrête à 24 ans, d'autres peuvent dire à 29 ans, d'autres c'est à 35 ans. Vous voyez. Et donc, nous, à ACDF, nous prenons les jeunes qui sont en âge jusqu'à 30 ans. Est-ce qu'il y a un secteur particulier dans lequel vous êtes ou vous acceptez tout ce qui est jeune? C'est-à-dire que ce soit un journaliste, que ce soit peut-être un agriculteur, mais pourvu qu'il soit jeune. Tous ceux qui sont des jeunes, nous travaillons avec eux. Nous n'avons pas de distinction. Parce que celui qui est jeune et qui est journaliste a sa part à jouer en termes d'engagement civique. Parce que nous, notre credo, c'est d'amener les jeunes à un engagement civique responsable. Est-ce qu'on voit? Donc, que ce soit chaque secteur d'activité, chacun essaie d'apporter comme il peut sa touche à l'engagement civique dans sa communauté. Donc, nous ne faisons pas d'exception, que ce soit les personnes vivant avec des handicaps, que ce soit n'importe quelle couche sociale, nous travaillons avec eux. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce que vous avez cité 3 domaines, voilà. Paix et sécurité, droits humains, droits de l'homme, mais aussi entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans l'action? Je commence par la question de l'entrepreneuriat. Oui. Nous formons les jeunes, surtout les jeunes qui sont des nécessités. Et depuis 2017, novembre 2017, voilà, jusqu'à maintenant, on avait lancé un programme dénommé Programme de mobilisation de la gente féminine pour son meilleure implication dans le développement du Togo. Et là, ça consistait à former uniquement que des jeunes filles sur le domaine de l'entrepreneuriat. Et je peux vous dire qu'on a formé jusqu'à présent 480 jeunes filles dans la confection des accessoires en pagne, perles et batik. Et pour pouvoir les aider aussi, nous avons initié un événement qu'on appelle le CIEF. C'est le Salon international des échanges et expositions et foires au féminin, qui permet de pouvoir réunir ces filles qu'on a formées pour qu'elles puissent exposer tout ce qu'elles ont essayé de fabriquer. Et l'année passée, on était à la 2e édition de ce salon qui a vu comment l'appelle-t-on, la participation même des jeunes filles venant du Burkina Faso et les jeunes filles venant du Bénin d'à côté. Donc voilà. Maintenant, au niveau de la paix, nous essayons de sensibiliser. Et nous portons nos actions sur la sensibilisation et la communication. Et je peux vous dire qu'en septembre passé, notamment les 5 et 6 septembre 2019, nous avions organisé le tout premier forum sous-régional de la jeunesse sur les questions des droits de l'homme, la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Et donc ce forum a réuni 100 jeunes venant de l'Afrique de l'Ouest, de 15 pays de la CEDEAO en fait. Et on a essayé de parler du rôle du jeune
dans la promotion de la paix, la sécurité et des droits de l'homme dans son État. Donc vous voyez, et ça nous a permis en tant que jeunes de nous échanger, de voir quelles sont les actions que nous-mêmes en tant que jeunes pouvons mener. Quel est le rôle? Principalement, juste voilà. L'un des rôles. L'un des rôles, c'est que le jeune doit savoir qu'il est acteur de la paix. Oui, mais dans le maintien de la paix, il fait quoi concrètement? Dans le maintien de la paix... Vous savez très bien aussi que voilà, pour aller dans les actes inciviques, c'est forcément, il y a des multiples causes, notamment il n'y a pas d'emploi, le chômage et bien d'autres. Mais le rôle concrètement, c'est quoi? Merci beaucoup. C'est le pourquoi quand j'ai développé, comment l'appelle-t-on, les domaines dans lesquels nous travaillons, si vous m'avez bien suivi, vous allez savoir que ces domaines sont intrinsèquement liés. Parce qu'on ne peut pas parler de la paix à quelqu'un qui a faim. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui a le ventre affamé et toi tu t'approches, tu dis, mon ami, tu sais. Non. Et donc, le rôle que nous leur avons, qu'on avait, parmi les rôles plutôt qu'on avait listés, on a d'abord demandé aux jeunes d'entreprendre. Si vraiment tu veux être un acteur de paix, sois toi-même en paix. Si tu n'es pas en paix avec toi-même, tu ne peux pas démontrer la paix. Parce que vous savez, ce qu'on a à l'intérieur, c'est ça qu'on démontre. C'est ça qu'on donne en fait. Est-ce que vous voyez? Et donc, on a parlé de l'entrepreneuriat. Beaucoup ont soulevé la question de l'accompagnement. Voilà, et on leur a dit... que j'aimerais quand même poser. Voilà, parce que l'idée, elle est là, mais comment mettre en œuvre cette idée-là voilà. C'est ça le problème. Voilà, ça a surpris beaucoup. Et quand... Parce que le thème, là, je me rappelle bien, c'est moi qui avais animé cette communication. Quand je disais à nos collègues jeunes de ne pas attendre quelque accompagnement quelque part avant de commencer quelque chose. Et ça m'a amené à leur donner moi-même mon exemple. Et je leur ai dit, vous voyez, moi, j'ai fréquenté, mais ça ne me coûte rien d'aller prendre un sachet de pio, attacher une bonne dame au marché et vendre. Ça ne me coûte rien. Parce que, oui, ça ne me coûte rien. Puisque moi-même, j'ai vendu du charbon de bois. Vous voyez, après avoir vendu du charbon de bois, j'ai fait le métayage. Je quittais le mai pour aller à une autre ville, bon, si je peux l'appeler ville, pour sarcler le champ et gagner de l'argent. D'autres ne peuvent pas savoir que ça, c'est l'entrepreneuriat. Beaucoup ne le savent pas. Mais c'est aussi l'entrepreneuriat. N'est-ce pas peut-être aussi l'éducation qui est à un moment donné un petit problème à ce niveau? Parce que quand vous prenez les anglophones, c'est-à-dire nos amis d'à côté du Ghana, comme vous êtes en train de le dire, ils sont en même temps à l'école, c'est-à-dire au cours, mais ils font quelque chose à côté. Mais dans le système francophone, c'est rare. Oui, ça c'est une très belle remarque, c'est très rare. Si on dit rare, c'est encore moins. Ça n'existe même pas. Et là, c'est à nous, les jeunes, maintenant, de prendre nos responsabilités. Puisque souvent, on dit l'avenir appartient à la jeunesse. Mais moi, je ne le dis pas comme ça. Je dis, aujourd'hui, c'est la jeunesse. Quel avenir? Si tu n'as pas bien préparé aujourd'hui, tu n'as pas d'avenir. Et donc, on avait discuté autour de ces préoccupations. Jusqu'à la fin, on a fait sortir un document qu'on appelait Manifeste de Lomé. J'allais l'apporter, mais Manifeste de Lomé. Et dans ce document, on a mis ce que les jeunes doivent faire et ce que les États aussi doivent faire. Et là, chacun trouve sa part de responsabilité là-dedans. Et quand vous parlez d'État, quelle relation maintenant? C'est-à-dire votre relation avec l'État, puisque vous parlez de jeunes, la jeunesse. Oui, ACDF a de bonnes relations avec l'État togolais, si je peux le dire, d'une manière générale. Notamment, j'arrive le ministère de développement à la base, parce que c'est le ministère tutelle de la jeunesse, et en plus le ministère chargé des droits de l'homme et des relations avec les institutions de l'État. Puisque les thèmes que nous abordons, ces deux ministères travaillent là-dessus. Et il y a aussi le ministère de la Justice. Et à chaque fois, quand on a des problèmes qui nous parviennent, qui touchent le côté juridique, nous adressons rapidement nos requêtes au ministère de la Justice. En exemple, il y avait une jeune fille togolaise qui avait commencé, d'abord elle était partie au Liban, juste pour chercher un lendemain, si je peux le dire comme ça. Mais après, elle a commencé à vivre des situations pas possibles. C'est son cousin qui est venu nous saisir. Et très rapidement, on a demandé ses coordonnées, on a envoyé une requête au ministère de la Justice, au ministère des Affaires étrangères, et ça n'a pas fait une semaine, la jeune fille était rapatriée au Togo. Déjà, c'est pour vous dire que nous avons de bonnes relations avec les institutions de l'État, puisqu'on ne peut pas travailler dans un État en étant
au ring avec les institutions qui représentent cet État. Donc voilà ce que je peux vous dire. Voilà ce qu'on peut retenir quand même par rapport à vos actions, ce que vous faites sur le terrain, sauf que depuis un moment, vous m'avez dit que vous avez également organisé un concours dans le cadre de cette situation, cette pandémie Covid-19. Voilà. Parlez-nous de ces actions, de quoi il s'agit concrètement. Oui, merci beaucoup. Vous convenez avec moi que depuis mars passé, le Togo aussi était rentré dans la danse, si je peux le dire comme ça. Oui. Et dans cette crise sanitaire qui a secoué, qui continue de secouer le monde entier. Et on s'est dit, en tant que jeunes, nous ne pouvons pas rester à l'écart. Parce que nous avons aussi notre part de responsabilité là-dedans. Puisque si nous faisons un tour de notre histoire, on verra que nous, les jeunes, nous sommes plus nombreux que les autres. C'est-à-dire, notre pyramide d'âge est plus jeune. Et donc, ça voudrait dire que toute action en riposte contre cette pandémie concerne aussi ou incombe la jeunesse. Et là, d'abord, nous avons commencé le 29 mars, on a commencé nos actions à CDF. C'est très tôt alors. Voilà, parce que c'était depuis le 6. Quand nous, on a entendu le premier cas, on s'est dit, il faut se lever tôt. Et donc, le 29 mars dont je parlais, nous avions distribué des masques à 400 personnes du quartier de Bossimé. Et c'est un quartier de la ville de Lomé. Quand vous dites personne, c'est la jeunesse ou toute Non, on n'a pas ciblé, on n'a pas différencié en fait. Parce que là, la maladie ne catégorise pas. Voilà. Que tu sois jeune, que tu sois personne âgée, que tu sois enfant. D'abord, elle ne te prévient pas. Si tu ne respectes pas les mesures, juste elle te prend et puis c'est fini. Donc, toutes catégories confondues, on leur a servi. Et on a distribué aussi des gants et on a installé un dispositif de lavage de mains là dans ce quartier. Et maintenant, à part ça, nous avons commencé aussi à faire des sensibilisations, à communiquer. Parce qu'il fait un moment où au Togo, on ne peut plus se déplacer, on ne peut plus quitter Lomé pour aller peut-être à Tchévi ou à Davie. C'était difficile. Et donc, on s'est servi des réseaux sociaux et on envoyait des flyers, des affiches de sensibilisation d'abord sur ce que c'est que cette maladie, quelles sont ses voies de contamination, quelles sont les mesures barrières à respecter. Et donc voilà, nous avons fait ce travail durant 2 à 3 semaines avant qu'on initie le projet même qui est dénommé Communauté Jeunesse contre le Covid-19. Oui. Donc, ce projet, on s'est dit, voilà, ce sont les membres de CDF seulement qui faisaient des actions. Maintenant, il va falloir qu'on mobilise beaucoup de jeunes. Parce que, comme je le disais, il fut un moment où on ne peut pas quitter le Mali pour aller à Tchévié, on ne peut pas quitter le Mali pour aller à Kbalimé ni à Dapaon. Alors qu'il y a des gens là-bas qui sont susceptibles aussi d'être contaminés. Et donc, l'objectif de ce projet était de pouvoir rassembler les jeunes du Togo, de Dapaon jusqu'à de 5 ans, si je peux le dire, jusqu'à Lomé ici, pour pouvoir les impliquer dans des actions de riposte contre cette maladie. Et donc, ce projet a consisté d'abord à demander à ces jeunes de produire des vidéos amateurs avec leur téléphone portable. Et dans cette vidéo, ils doivent sensibiliser, doivent envoyer des messages ou bien dire des messages de sensibilisation sur les voies de contamination, les mesures barrières et profiter, réveiller la conscience des gens au travers de leurs vidéos. Et on leur a donné aussi le timing parce que pour que quelqu'un puisse télécharger. Concours, en fait. En fait, c'était un concours. Donc, pour que quelqu'un puisse télécharger rapidement la vidéo, on leur a dit qu'il ne faut pas que cette vidéo dépasse 3 minutes, au plus 3 minutes. Et donc, c'est ce que les jeunes ont fait. Et je peux dire qu'on a pu réunir 100 jeunes qu'on a mobilisés. 100 jeunes qui ont produit les éléments vidéo pour sensibiliser. Et si vous voyez ces vidéos, vraiment, c'est captivante. Et nous, ça nous a intéressés. Et on s'est dit vraiment, la jeunesse togolaise commence par se réveiller. Parce que s'ils s'engagent comme ça, ça veut dire qu'ils ont commencé à comprendre quelque chose de l'engagement civique. Et donc, nous n'avons même pas encore terminé ce concours, puisque nous avons une cérémonie aussi de remise des prix. On a prévu certains prix d'encouragement à ces jeunes qui ont accepté. Sauf que pour le moment, le regroupement n'est voilà, c'est le pourquoi ce volet, on l'a arrêté d'abord. Et ce ne sont pas toutes les vidéos qui seront primées. Parce que il y a eu ceux qui ont beaucoup plus fait la campagne sur les médias. Donc, ceux qui ont reçu, je veux dire, les mentions j'aime sur leur page Facebook, parce qu'en fait, c'était par ce canal qu'on a utilisé. Vous produisez votre vidéo, vous postez sur votre page Facebook, vous demandez aux gens d'aller aimer. Et nous, vous nous envoyez votre lien pour que nous puissions vous suivre. Et donc, ceux qui ont eu beaucoup de mentions j'aime,
les 15 premiers, ce sont eux qu'on a retenus pour pouvoir encourager. Et l'encouragement n'était que des ordinateurs portables. Parce que la plupart sont des élèves et étudiants. Et on s'est dit, l'ordinateur est adapté à eux parce qu'ils en ont besoin pour d'autres actions aussi. Donc voilà en quelque sorte ce que ce projet de communauté jeunesse contre le Covid-19 consistait. Et je rappelle aussi qu'on a eu aussi l'appui du programme des Nations Unies pour le développement aussi dans la mise en œuvre de ce projet. Voilà un peu, donc en bref, ce qu'il y en a pour ce projet. On rappelle juste que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas encore de prix. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas encore de cérémonie de remise de prix. Donc on attend, sauf qu'on ne sait pas trop quand on va attendre, parce que la situation de Covid-19, ce n'est pas encore pour demain ni pour après-demain, mais on attend quand même, ils ont pris que ça finisse. Alors quel regard vous jetez un peu, si on prend du point de vue général, c'est vrai, il y a eu des mesures, l'allègement de certaines mesures, c'est-à-dire la levée de couvre-feu, bouclage de ville et autres, mais quand il faut analyser la situation du point de vue général, aujourd'hui, par rapport à la population, le comportement de la population face à cette pandémie-là, qu'est-ce que vous pouvez quand même nous dire? Est-ce qu'il y a un relâchement ou bien est-ce que la population elle est consciente aujourd'hui et comment ça se fait? Merci beaucoup pour cette question. Et déjà, dès le début, il y a eu des gens qui ne croyaient même pas en l'existence de cette pandémie. Quand bien même qu'on annonçait des morts, les gens n'y croyaient pas. Et donc, quand on parle du port de cache-nez à quelqu'un, bon, lui, il te regarde, bon, pour lui, parle vite et quitte, parce que je n'ai pas ton temps. D'autres même ne voulaient même pas rester à côté de toi pour entendre. Maintenant, quand le gouvernement commençait aussi à prendre d'autres mesures contraignantes, ça a commencé à forcer les gens à respecter ces genres les mesures barrières. Et donc, aujourd'hui, je peux dire que la majeure partie de la population, elle est consciente. Elle est consciente et elle met en pratique surtout les petits gestes que nous devons faire. Surtout vous pensez que vous avez circulé quand même au niveau des bars? Oui, j'arrive. Oui. Et donc, par rapport, je disais qu'il y a une majeure partie qui a pris conscience. Oui. Et ceux qui continuent sans respecter ces mesures, moi je dirais simplement que, bon, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut les qualifier, mais pour ma foi, je me dis, peut-être ils se disent que déjà, comme les mesures sont levées, les mesures que l'État a prises sont levées, peut-être pour eux, la maladie est partie. Alors qu'en réalité, il n'est pas parti. C'est le pourquoi. On a précisé que ce n'est pas encore parti. Oui, c'est le pourquoi nous devons, en tant que structure de jeunes ou pas, nous devons continuer à communiquer autour de cette maladie. Nous devons continuer par sensibiliser. Parce que c'est la pédagogie, en fait. La répétition, elle est l'art de la pédagogie. Donc, ce que nous devons faire, c'est qu'il faut continuer toujours par sensibiliser. Parce qu'au grand jamais, toute la population togolaise, les 6 millions et quelques que nous sommes, n'allons pas respecter à la lettre ces mesures. Mais il faut que nous disions que nous pouvons prendre en compte une grande partie et commencer à travailler. Et je me dis que ceux qui, peut-être dans les bars, quand vous les voyez, à côté de moi, il y a un bar là-bas, déjà à partir de 20h, les gens commencent aussi par venir. Et je me dis, c'était la fois passée, je causais avec quelqu'un, je lui disais, mon ami, tu vois, quand on avait dit que le couvre-feu, c'est à partir de 19h, à l'heure là, il n'y a personne ici. Maintenant, on a repoussé le couvre-feu à 23h. Les gens pensent que c'est une occasion pour eux d'abord d'ouvrir leur bar, alors qu'on n'a pas encore fait sortir. Il n'y a plus de couvre-feu, c'était 20h, 21h, 21h, 22h. Mais si on a dit qu'il n'y a plus de couvre-feu, on n'a pas dit qu'à partir de maintenant, les bars peuvent s'ouvrir. C'est ça l'amalgame que nous sommes en train de faire. Officiellement, dans un communiqué du gouvernement, est-ce qu'on a interdit quand même aux bars, c'est-à-dire on a demandé aux bars de fermer catégoriquement? Il n'y en avait pas. Officiellement, on avait parlé de discothèque, pas mentionné directement un bar. Oui, le bar dans lequel on joue fortement de la musique, moi, à mon avis, est assimilable aux discothèques. Parce que quand tu vas dans une discothèque, c'est là-bas qu'on joue, vous buvez, puis vous dansez, vous sautiez. Et un bar qui commence à faire ça n'est pas loin de discothèque. C'est quand même un secteur d'activité
Je ne refuse pas. Voilà. Je ne refuse pas. Ne pensez pas à ce moment cette pandémie, quand elle est arrivée... Il faut penser à la reprise des activités. Oui, cette pandémie, quand elle est arrivée, tous les secteurs d'activité ont été atteints. Oui, mais à un moment donné, il faut passer Et à un moment donné, il faut passer à l'ouverture progressive des actions. Et ce n'est pas ce qui se fait parce que eux, ils ne sont pas en train de respecter les procédures normales. C'était juste le 12 juin que les États de la CEDEAO ont fait une réunion pour prendre des mesures qui vont leur permettre de manière collégiale de commencer à, à ouvrir les secteurs d'activité économique petit à petit dans le respect de certaines normes. Si j'avais le communiqué avec moi, j'allais vous le donner. Et malheureusement que je ne l'ai pas dans la tête aussi, mais c'est un communiqué du 12 juin. Alors si on s'en tient quand même, oui, on continue. Voilà, et là, moi je me disais que, pourquoi d'abord, une question, pourquoi jusqu'à présent les églises autres n'ont pas encore commencé à s'ouvrir. Nous sommes dans une forme progressive de reprise. Voilà, raison pour laquelle les bars qui fonctionnent déjà devraient attendre un moment où le gouvernement sort un communiqué pour dire maintenant et les discothèques et les églises, vous pouvez commencer, mais tout en respectant telle mesure. Les bars dont vous parlez, quand vous y allez, les gens ne portent même pas du masque. Alors, les coups-feux, c'était pour arrêter quand même, c'est-à-dire les activités de nuit nocturne, bien sûr, sont quand même arrêtées. Mais à un moment donné, quand on suit le dernier communiqué du gouvernement qui parle quand même de la levée du coup-feu et aussi la levée des bouclages des villes concernées, et quand on suit l'intervention de la directrice de l'ANADEB, c'est-à-dire pour la suspension de Novici, la région elle est liée quand même au lever des deux mesures, c'est-à-dire et le coup-feu et quand même le blocage des villes. Autrement dit, il y a maintenant une reprise progressive des activités. C'est pourquoi on a suspendu le programme Novici. Donc, forcément qu'il y a une reprise progressive des activités. Oui, si vous suivez très bien ce que la directrice d'ANADEB avait dit, je me rappelle d'une phrase qu'elle a faite. Elle a dit, quelqu'un peut quitter, comment l'appelle-t-on, Lomé pour aller travailler à Tchévier. C'est l'exemple qu'elle a donné. Et cette personne-là, au vu des restrictions qu'on a prises par l'État, cette personne ne peut plus quitter Lomé pour aller à Tchévier ou bien Tchévier pour venir à Lomé. Est-ce qu'on voit? Et donc, elle disait que c'est pour ça, comme ces mesures, on a dit maintenant, vous pouvez vous déplacer de Lomé à Tchévier, de Tchévier à Tapamé, d'Atapamé à Sokoré ou bien je ne sais quoi. C'est pourquoi ils ont suspendu aussi. Oui, mais aussi le cas de coup-feu. Coup-feu parce que ces activités nocturnes étaient vraiment aux arrêts. Maintenant, ça a repris. Mais y compris l'activité des bars. Est-ce que vous convenez avec moi que le couvre-feu était pour obliger les bars, les détenteurs de bars à fermer? Oui. Est-ce que vous le savez? Parce que quoi, quelles que soient les mesures que l'État prenait, il continuait toujours d'œuvrer. Et moi, je me rappelle bien, on était parmi ceux qui montaient au créneau pour dire, on a dit de fermer les bars, mais ce bar continue de fonctionner. Nous, on a eu des courriers qu'on a envoyés surtout à la cellule que l'État a mise en place pour gérer cette situation, pour leur interpeller, pour leur dire, ce bar, ça fonctionne. Pourquoi? Est-ce que vous voyez? Donc, ce que vous dites, c'est comme les églises aussi sont maintenant autorisées à continuer leurs activités. Oui, et quand vous lisez le communiqué de l'État, c'est ça que je vous ai expliqué. Les discothèques et les bars étaient assimilés. Les discothèques et les bars étaient assimilés. Donc, si on n'a pas encore demandé aux discothèques de s'ouvrir, je ne sais pas pourquoi les bars vont commencer à fonctionner. C'est vrai. Maintenant, vous allez remarquer aussi que même que le couvre-feu est levé, il y a la police qui est chargée de cette situation qui continue. Qu'est-ce que vous demandez par rapport à ces bars? Ils ne continuent pas fermés pour le moment? Et ils ont déjà ouvert et ils travaillent déjà. Mais le paradoxe, c'est qu'il n'y a pas de minimum de respect des mesures barrières. Et c'est grave. D'accord. Juste votre appréciation, on va terminer rapidement, on se prépare le temps. Par rapport au port de comment on appelle, masque de protection obligatoire pour tous en milieu public, il faut le dire. Parce que c'est l'explication qui a suivi quand même cette obligation. On parle d'amende aujourd'hui. C'est-à-dire que les peines par rapport à l'article 877, emprisonnement, amende de 100 000 à 200 000. Votre appréciation par rapport à... C'est lourd ou c'est pas encore ça? Moi, ça ne m'a pas surpris parce que ça se faisait déjà au Bénin d'à côté. Vous voyez, les Béninois, ils n'ont pas arrêté les activités économiques, mais
la mesure la plus importante que le gouvernement béninois a prise, c'était le port systématique obligatoire des cachets. Oui. Quand vous ne portez pas, on vous prend, vous êtes amendé. Et eux, en fait, ce n'était pas 100 000. Mais si j'ai bonne mémoire, c'est 5 000, je pense. Mais quand tu ne paies pas, si tu es sur ton engin, on te retire l'engin. Oui. C'est pourquoi je parle et si tu n'es pas sur l'engin, on te prend. Oui. 100 000, 200 000. Ouais, ça dépend. Non, ça dépend des personnes. Ici, là où nous sommes, si vous voulez prendre une mesure par rapport à une équipe que vous gérez, votre mesure ne peut pas être la même que ce que moi je pourrais prendre avec mes collègues. Pourquoi? Parce que tu connais mieux ceux avec qui tu chemines. Tu les connais mieux, tu sais à quel point ils peuvent ou ne peuvent pas respecter la mesure que tu es en train de prendre. Donc, quand tu prends la mesure, tu mets des garde-fous qui vont les obliger à le faire. Quand je venais ici, mon truc c'est quoi? Quand je ne connais pas un lieu, je viens d'abord en moto pour observer. Le Zémidia Man qui m'a pris, je lui disais, est-ce que tu as porté ton masque? Et il a mis la main dans la poche, il a enlevé, il met. Il dit, ah. Maintenant, il y a des amendes. Il a commencé à recouvrir là, qu'il y a des amendes là, qu'on a dit que c'est 100 000. Mais on n'a pas encore commencé à pratiquer parce que depuis un certain moment, quand vous arrivez au niveau des feux tricolores, les policiers vous approchent pour vous dire il faut porter, il faut porter. Et je dis d'accord, c'est la sensibilisation qui commence maintenant. Maintenant, après quelques semaines, bien quelques mois, si les gens continuent toujours, ils seront surpris que tu es là, tu n'as pas porté, on vient te dire descends. Et il a commencé à crier que mes 100 000 là, c'est trop. Hein. J'ai dit, voilà, tu as dit c'est trop, non? C'est ça, parce que 100 000 est trop pour toi, que tu feras tout possible pour porter ton masque pour qu'on ne te demande pas de payer ces 100 000. Voilà. Merci donc à Gadje Koudjovi. On va s'arrêter là. C'est donc votre dernier mot pour les téléspectateurs. Oui, le dernier mot ici, c'est de dire à tous ceux qui nous suivent que cette pandémie, elle existe, elle est réelle, et elle continue son cours. La levée des mesures drastiques ne signifie pas que la maladie est éradiquée, non. Mais dans nos sensibilisations, ce que je disais souvent, c'est que nous sommes notre propre docteur. Et pour être ton propre docteur, le fait de tousser dans le creux du coude, qu'est-ce que ça me coûte? Combien ça me coûte? Le fait de porter mon masque, je suis ici, on est ensemble depuis plus d'une vingtaine de minutes, je suis avec mon masque, qu'est-ce que ça me coûte? Le fait d'observer la distance sociale, qu'est-ce que ça me coûte? Donc, que nous tous, nous soyons responsables, nous soyons conscients et que nous respectons les mesures barrières. Et je demande aussi aux parents d'élèves, parce que c'est maintenant que chez nous, les écoles ont repris. Ça a été fait sur d'autres cieux, notamment... comment l'appelle-t-on, le Burkina, on avait fait une conférence en ligne sur ce thème. Et il y a un confrère, un collègue du Burkina qui nous disait que c'est déjà fait chez eux, mais il n'y a pas eu beaucoup de cas. Donc, je demande aux parents de tout faire pour amener leurs enfants à respecter ces mesures. C'est très important, notre vie en dépend, pour que nous puissions contribuer ensemble au développement du pays. C'est très important, dit donc Gadje Koudjovi, le directeur exécutif d'ACTF, Action collective pour le développement intégral de l'enfance et de la jeune fille. Avec lui, nous avons parlé de ces actions dans le cadre de Covid-19, mais aussi on est passé par tout ce qui se fait en termes de mesures prises pour limiter la propagation de cette pandémie au Togo. Merci de nous avoir suivis. Comme on le dit, c'est parti donc, c'est parti pour le rendez-vous. Il est pris donc pour la semaine prochaine, puisque c'est un rendez-vous hebdomadaire. Portez-vous bien et bonne suite de nos podcasts.